Merci à tous et à toutes d'être présents et d'être venus pour cette deuxième journée des EGC et donc pour cette table ronde sur le thème de la recherche dans le jeu vidéo. On va animer cette table ronde avec Margot, étudiante en ergonomie, et Vasco, étudiant en game design. Et on reçoit aujourd'hui 2 chercheuses. Alors pour vous présenter rapidement, donc nous avons Gabrielle Lavenir qui est à ma gauche. Donc Gabrielle, tu as fait ta scolarité à Sciences Po Paris, tu es titulaire d'un master en sociaux avant d'aller réaliser une thèse sur les joueurs de jeux vidéo âgés à Concordia University à Montréal. Aujourd'hui, tu es chercheuse en UX Research et en sociaux du numérique chez The Seed Crew, dont tu pourras nous parler un peu plus tard. Et tu es aussi enseignante vacataire à l'Institut d'administration des entreprises, IAE, à Poitiers. Claire, tu es titulaire d'un master de philosophie, mais également de game design, et tu es autrice d'une thèse intitulée L'Art Game, un jeu utopique à l'ère de la gamification que tu as soutenu en 2015. Tu es maître de conférences en arts plastiques et responsable pédagogique de la licence pro métier du jeu vidéo à Montpellier. Et tu travailles aujourd'hui sur les théories en game design et les relations entre le jeu vidéo et les domaines artistiques. On a tout bon. C'est parfait. Super. Donc, Gabrielle, Claire, vous venez de 2 milieux de recherche très différents. Et donc, Gabrielle, tu as plutôt une approche sociologique où tu viens confronter un petit peu les usages d'une catégorie de joueurs et de joueuses aux idées qu'on peut s'en faire. Tandis que Claire, tu examines plutôt le médium du point de vue des arts plastiques. Il y a globalement dans le jeu vidéo ce besoin de venir s'appuyer sur des outils d'analyse d'autres champs d'études, ce qui témoigne non seulement de la richesse du médium, mais aussi, je pense, de sa jeunesse. Et donc, les Game Studies ont mis un certain temps avant d'être pris au sérieux dans le milieu de la recherche, d'autant plus en France. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est un pan de la recherche qui a trouvé sa légitimité ? Vaste question pour démarrer. Déjà, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup de nous accueillir. Sur la question des Game Studies. Ouais, merci beaucoup. En fait, il faut savoir, c'est un peu l'étonnant qu'il peut y avoir derrière cette question, c'est que le jeu vidéo actuellement n'est pas considéré comme une discipline ou un champ à part entière. Et en fait, il va se retrouver rattaché à d'autres disciplines. Donc, il va être un peu subordonné à un ensemble de domaines. Donc, on va dire dans les domaines les plus répandus, on aurait tout ce qui serait autour de l'informatique, tout ce qui serait autour des infocoms, et même art plastique, c'est presque un peu anecdotique encore, c'est-à-dire qu'il y a assez peu en fait de formations qui vont accueillir le jeu vidéo et le considérer légitimement, on va dire, comme un médium artistique. Donc il y a cet enjeu de le jeu vidéo va être attaché à d'autres disciplines, donc il y a une dimension transdisciplinaire qui peut y avoir, qui est extrêmement intéressant parce que ça va le nourrir, ça va aussi peut-être le contraindre, mais dans la contrainte c'est aussi des éléments qui vont être assez créatifs pour repenser le jeu vidéo à travers une discipline. Moi je sais que du point de vue des arts plastiques, ça m'a conduit par exemple à m'intéresser à l'histoire de l'art, à regarder la manière dont un ensemble d'artistes vont s'emparer du jeu par exemple comme étant une méthode créative, déjà pour générer des idées, etc. Là, je pense un peu aux surréalistes qui vont mettre en place des techniques comme l'écriture automatique, comme le brainstorming, des choses qu'on retrouve quand même de manière assez prédominante dans les méthodes, on va dire, de conception, de préconception autour du jeu vidéo. Mais ça m'a aussi conduit à regarder comment des artistes s'étaient emparés, en fait, du jeu comme étant une finalité, en fait, de faire du jeu un objet artistique. Donc, voilà, sur la question de la légitimité, je pense qu'on n'est pas encore... quand on regarde en fait avec le cinéma par exemple, on peut vraiment se questionner sur pourquoi on n'a pas ce champ disciplinaire du jeu vidéo qui aurait son autonomie. Donc voilà, donc on est sur une position encore un peu ambiguë. Après, je pense qu'il y a quand même un ensemble de points bénéfiques en fait à ces rattachements disciplinaires, et c'est pas juste un enjeu de dire voilà, il faut absolument une autonomie du jeu vidéo. Je pense que c'est aussi extrêmement important de regarder le jeu vidéo par le prisme d'un ensemble de disciplines. Peut-être tu veux compléter. Bah oui, ça marche mieux quand ça je vais me faire vraiment l'écho de ce que tu dis du point de vue d'une discipline qui, en fait, n'est pas si éloignée parce qu'on est quand même dans la grande famille des SHS, des sciences humaines et sociales. Donc, on est toujours un peu les parents pauvres de tout, en termes de budget comme de légitimité. Après, donc, moi, comme j'ai fait ma thèse en Amérique du Nord, où il n'y a pas du tout, effectivement, la même approche disciplinaire, et c'est ce que tu disais, on a, en France, une résistance à l'idée de procéder par objet. On aime procéder par méthode.
en disant l'art, l'esthétique, l'histoire de l'art ont leur méthode et donc ont le droit d'étudier absolument tout et de faire des liens entre. La socio, pareil, c'est un ensemble de méthodes. Vous en connaissez, vous avez un peu souffert par les statistiques et les méthodes qualitatives, si j'ai bien compris. Donc, avec ça, on a le droit de tout regarder, de faire les liens qu'on veut. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur la vieillesse et les jeux vidéo. Et j'ai le droit parce que il n'y a pas de étude du vieillissement d'un côté, étude du jeu vidéo d'autre part. Il y a la sociologie, et donc on a le droit de tout mettre dedans. Donc ça a effectivement des côtés sympathiques. Après, il y a une autre chose à se dire, c'est que on parle beaucoup du manque de légitimité. Et ça vient de quelque part. Moi, je suis membre d'une asso de recherche qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et qui a été fondée en 99 parce que c'était que des doctorants et doctorantes qui voulaient bosser sur le jeu vidéo et à qui tous les jurys et tous les directeurs et directrices disaient « mais ça n'existe pas, c'est quoi ça ?» Donc, il y a eu ce besoin, effectivement. Mais ça fait 20 ans maintenant. Et en fait, on s'est quand même pas mal structuré. Mais la position de « on est un peu cool, on est un peu à l'extérieur, on est un peu shiny, un peu nouveau », c'est aussi sympathique. Ça nous permet de faire des trucs, ça nous permet d'expérimenter des méthodes. Nous, on peut beaucoup plus facilement collaborer, par exemple, avec l'industrie ou des assos que d'autres domaines qui sont très... Donc, il y a aussi... je pense qu'il faut se saisir de cette position marginale et peu légitime. Elle nous donne des libertés. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que le jeu vidéo est pas si jeune que ça. Mais c'est aussi un peu pesant, cet aspect-là, parce que la légitimité ne va pas arriver mécaniquement, quoi. Elle ne va pas arriver avec le temps, elle va arriver parce qu'on lutte pour se rendre visible, comme des gens qui travaillons avec et dans un médium qui en vaut la peine. Tu disais que tu avais fait ta thèse en Amérique du Nord. Est-ce que c'était par un manque d'opportunités en France ou c'est pour d'autres raisons ? Alors, disons que à l'époque, avec les connaissances que j'avais de comment s'était structuré le monde de la recherche en France, j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire ma thèse en France. Après, je pense qu'il y avait aussi un défaut d'information, et c'est aussi pour ça que c'est très chouette que vous soyez aussi nombreux et nombreuses, parce qu'il y a des très belles formations sur le jeu vidéo en France. C'est juste que je ne les connaissais pas, je ne les avais pas vues. Et c'était assez facile de partir en Amérique du Nord aussi, parce que c'était des thèses financées. Et donc, c'était plus simple. Mais peut-être que je vais te redonner la parole là-dessus, Claire, parce qu'il y a vraiment un enjeu de savoir ce qui se fait en France pour ne pas avoir à partir à l'étranger. Effectivement, sur l'offre publique en France, elle est assez peu connue. En fait, elle va perdre en visibilité parce qu'il y a beaucoup d'offres privées et qu'on n'a pas du tout les mêmes forces de frappe de communication. Et qu'en plus de ça, si par exemple, si vous voulez trouver le master que l'on a à l'université Paul Valéry en jeux vidéo, d'abord, il faut chercher master art plastique. Et ça, on va dire que ça ne vient pas de manière logique à tout le monde qui voudrait faire du jeu vidéo. Donc en fait, ce rattachement disciplinaire aussi, des fois, il peut nous rendre un peu moins visibles que ce qu'on aimerait. Actuellement, sur ce master-là, donc on en est... je pense qu'on va être à la 10e thèse. Alors, elles ne sont pas toutes soutenues. Il y en a 4 qui ont été soutenues de notre côté à l'université Paul Valéry, donc sur des sujets qui sont tout à fait différents. Je peux vous citer par exemple, c'est Thierry Serdane qui avait soutenu sa thèse et qui continue de travailler sur toute l'idée de développer la catégorie, le genre du road trip dans les jeux vidéo à travers un concept qu'il a posé, qui est le véhicule expérientiel, qui touche un peu à la question des contrôleurs alternatifs, à la médiation via, on va dire, le matériel, les inputs qu'on va utiliser, etc., et aux nouvelles technologies. Et puis plus récemment, donc là c'est Olivia Levé qui a soutenu sa thèse donc en décembre dernier et qui était sur les relations entre théâtre et jeux vidéo et donc l'hybridation avec tout ce qu'on peut voir émerger aujourd'hui autour des escape games notamment. Donc là on a vraiment cette idée d'aller explorer en fait une hybridation autour du jeu des différents médiums et puis de questionner aussi ces formes qui arrivent. Donc voilà, donc tout ça c'est assez difficile à retrouver, mais effectivement il faut, si vous êtes intéressé par la recherche, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre en fait des disciplines, à poser les questions parce qu'il peut aussi y avoir des ouvertures, je pense, même dans des formations qui au départ n'ont pas de spécificité ou de questionnement sur le jeu vidéo. Ça peut apporter un regard extrêmement intéressant et plutôt novateur. Envoyer des mails aux profs. Oui. Parce qu'en général, on met 1 mois et demi à vous répondre, mais on va vous répondre et on va vous dire contact machin, on va voir tel département, il y a telle spécialité. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un domaine dans lequel on peut avoir pas mal de timidité très légitime, mais ça nous fait plaisir d'avoir ces mails. Merci. Et Claire, tu es donc aussi responsable, on a dit, de la licence pro au métier du jeu vidéo. Je pense que tu t'es confrontée à un certain nombre de
fait de parcours pendant la mise en place de cette formation et tout ce qui en a découlé. Est-ce que tu as des choses à nous raconter à ce niveau-là aussi? Oui, il y a pas mal de difficultés. C'est-à-dire que, en fait, sur la question de la légitimité du jeu vidéo, il y a déjà la légitimité en sciences humaines et sociales. Donc, je suis dans une fac de sciences humaines et sociales et de lettres. Lettres et arts, qui vont être un peu, voilà, ce qui va être affiché sur les politiques, les stratégies un peu de l'établissement. Et c'est pas toujours facile en fait d'avoir de la légitimité face à des disciplines historiquement beaucoup plus construites et assises. Donc voilà, il y a cette question-là. Il y a aussi la question de la légitimité en art, c'est-à-dire que je suis dans un département d'art plastique et très clairement il y a une hiérarchisation entre ce qui serait de l'ordre des pratiques traditionnelles, donc utilisées tout un ensemble de médiums comme la peinture, la sculpture, etc. Et puis tout ce qui va être le numérique qui apparaît un peu voilà comme le dernier, le nouveau-né, on va dire en termes de médium. Et en plus de ça, il y a tous les a priori autour de ce que le jeu vidéo apporte sur, on va dire, la sphère du divertissement. Et le divertissement, c'est quelque chose qui serait pas sérieux, sur lequel on pourrait pas poser d'études, qui serait aussi destiné à un public plus jeune. Donc là, je pense que ça te fait un pont éventuellement pour rebondir. Mais du coup, voilà, il y a effectivement des difficultés de mise en place. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même une grande question qui est les ICC, les industries culturelles et créatives, et qui amène plutôt une nouvelle valorisation autour de ces formations. Mais c'est évident que mettre en place une formation dans le jeu vidéo, c'est extrêmement coûteux pour une université, parce que déjà, ça demande des moyens matériels, logistiques, qui sont très particuliers pour offrir les meilleures conditions de travail. Et voilà, alors entre Vasco et je fais un petit coucou à Rémi, il y a des choses qui sont très différentes dans la manière dont en licence pro, on a une salle qui est super, enfin vraiment un équipement, et là où en master, on a beaucoup plus de mal à trouver en fait les financements et le budget pour équiper cette salle. Donc voilà, donc ça entraîne un peu des conflits de cet ordre-là et qui, nécessairement en fait, si on manque de moyens, on travaille aussi moins bien. Et donc ça vaut pour les conditions matérielles, mais aussi on pourrait ouvrir tout le champ autour des postes également, des enseignants qui sont recrutés, etc., etc. Pour la petite anecdote, ce que je peux raconter, c'est qu'on organise souvent des expositions et des événements à l'université, donc autour des créations étudiantes en jeux vidéo ou en jeux de société, puisqu'on travaille aussi le jeu de société. Et typiquement, la première exposition qu'on a voulu créer, c'était voilà, sur exposition jeux de société. En plus, on en fait même en licence art plastique. Donc, il y avait L2, L-Pro, Master qui étaient conviés à montrer leur création, à faire tester leur création. En fait, la première chose qu'on m'a dit, c'est on va le faire un mercredi après-midi, puisque ça va attirer les enfants. Et j'étais là, mais pas du tout. C'est pas du tout un public enfant qu'on cible. C'est des jeux qui, justement, vont plutôt explorer des thématiques matures, montrer des questionnements, demander à développer l'esprit critique. Et du coup, voilà, c'est un peu le genre de frein auquel on peut se retrouver confronté assez régulièrement. Je me permets, si c'est OK, de juste rebondir sur cette anecdote qui me fascine absolument, évidemment, avec quelque chose qui vient d'un article d'une chercheuse qui s'appelle Marion Coville et qui a bossé sur les expos de jeux vidéo et qui expliquait que c'était la grande difficulté quand on essayait de faire du commissariat d'exposition sur le jeu vidéo en portant un propos un peu réflexif, un peu esthétique, un peu politique ou historique, et que du côté de la programmation, tout le monde pensait que c'était pour les enfants, au point qu'il y a un commissaire d'expo qui, à un endroit, a juste conçu des bornes qui étaient trop hautes pour que des enfants puissent y accéder, de manière à être sûr d'avoir le bon public. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont venus avec leurs enfants et ont porté leurs enfants pendant une demi-heure pour qu'ils puissent atteindre les bornes en se disant c'est quand même mal fait cette exposition, ils auraient pu penser... Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Quand on parle de recherche dans le jeu vidéo, on pense à beaucoup de domaines. Là, par exemple, on a beaucoup parlé des sciences humaines et sociales, mais il y a aussi de la recherche dans les milieux plus techniques. Vous-même, du coup, on l'a dit, vous venez de milieux quand même assez différents. Et quand on considère le monde universitaire français aujourd'hui, est-ce que vous percevez des tendances dans le traitement de la recherche du jeu vidéo, par exemple des sujets qui sont plus facilement financés ou des domaines ou des techniques Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Commencer avec mon dada parce qu'il y a effectivement, et ça c'est très chouette, une diversification forte, j'ai l'impression. Au cours des 20 dernières années, il y a un moment où tout tournait autour un peu de est-ce que le jeu vidéo vaut la peine ? Est-ce que le jeu vidéo est un art ? Est-ce que le jeu vidéo est un médium à part entière différent du cinéma interactif ? Et maintenant, on explore des tas de choses différentes et puis on se lit plus entre nous aussi. Et il y a un domaine qui démarre bien, parmi d'autres, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je vous en parle parce que je me dis que ça peut être quelque chose qui vous intéresse.
il y a tout le domaine de ce qu'on appelle pompeusement les Game Production Studies, qui étudie la manière dont on fabrique les jeux. Et dedans, c'est plein d'articles qui s'intéressent par exemple à la carrière des gens dans le jeu vidéo indé français. Donc ça, c'est un article de Vinciane Zaban et Yovic Termination que vous pouvez trouver facilement. Il y a des articles sur comment les gens qui fondent des studios indés après leurs études réussissent à survivre économiquement. Donc ça, c'est un bouquin australien d'un mec qui s'appelle Brian Keogh, Keogh. Et en fait, on se dit que la science, c'est forcément inaccessible, mais là, c'est des histoires. C'est vraiment une collection d'histoires, mais sur 60, 100 personnes à chaque fois, sur laquelle on tire des fils, on voit apparaître des motifs récurrents. Et ça, c'est un peu un cheval de bataille pour moi. Les sciences sociales, c'est bien parce qu'on peut étudier, réfléchir, la société, comment on se construit collectivement, mais il y a aussi un côté pratique. En fait, il y a des gens qui ont essuyé les plâtres, leurs histoires sont collectées, vous pouvez aller les lire. Si vous lisez l'anglais ou si vous savez utiliser DeepL, il y a un bouquin qui s'appelle Game Production Studies qui est sorti il y a 2 ans qui est bourré d'histoires passionnantes de ce type-là. Et ça, c'est très chouette parce que c'est vraiment un domaine, pour le coup, dans les études du jeu vidéo qui décolle, qui est de dire, on s'est intéressé aux joueurs et aux joueuses, à leur pratique, on s'est un peu intéressé à l'objet, et maintenant, si on regardait les gens qui les créent, et ça, c'est vous. Et en fait, il y a des gens qui vous étudient, qui vous trouvent intéressant et qui peuvent vous proposer les histoires des gens qui sont passés, mais juste quelques années avant vous. Ça, je vous encouragerais à aller jeter un œil. Alors, effectivement, je te rejoins assez. C'est assez passionnant sur tout ce qui va concerner justement les pratiques de création. Nous, on est bien ancrés dans ce domaine-là. Après, j'aurais plutôt tendance à dire quand même qu'en France, c'est assez difficile quand même de, par exemple, être publié en fait sur ce genre de thématique. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver particulièrement dans les revues. Moi, je travaille particulièrement sur un champ ou un domaine qui s'appelle l'art game et qui va venir en fait étudier comment un ensemble d'artistes se sont emparés du jeu vidéo, enfin les 2 jeux de société, on peut dire au sens général du jeu, et vont l'utiliser comme un médium expressif et un médium artistique. Et en fait, cette catégorie-là, elle trouve très peu de visibilité. Déjà, elle a très peu de lieux de diffusion et d'existence. Et souvent, c'est dans quelques laboratoires universitaires où on va retrouver justement ces personnes qui ont en fait une pratique théorisée de leur utilisation du médium ludique. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un peu difficile. Alors après, il y a quand même de l'espoir, puisque là-dessus, moi, j'ai un projet qui est en cours et qui a été financé par l'ANR, donc qui est l'Agence nationale de la recherche. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance en fait de ces études-là. Mais pour moi, elles ne sont pas encore prédominantes et particulièrement en France, ça ne perce pas encore suffisamment, je trouve. Et c'est dommage parce que, en fait, toute cette recherche-là, tous ces créateurs, souvent, il y a une approche qui est un peu expérimentale autour du jeu et qui vont justement aller explorer tout un ensemble d'outils. Alors, moi, je suis moins sur les process de production, mais tout ce qui serait vraiment les outils en game design. Donc, comment est-ce qu'on va essayer de concevoir et vraiment de décrire des méthodologies, de faire des propositions qui puissent être à l'appui, en fait, des créations. Et en fait, il y a vraiment cette idée de... c'est itératif, en fait. Ces productions expérimentales qui sont plutôt confidentielles, plutôt dans le domaine artistique, qui ont assez peu de reconnaissance ou de visibilité, en fait, elles viennent nourrir très clairement l'industrie. Enfin, c'est un peu le caractère pervasif entre ce qu'on pourrait retrouver justement dans ce qu'on catégorise jeux vidéo indépendants, où on s'autorise parfois plus de choses, et la manière dont ça peut rencontrer un public, avoir un succès, et finalement se retrouver également dans des productions à plus grande échelle, dans l'industrie, dans des AAA, etc. Très bien. Et donc, pour revenir sur cette idée de questionner aussi comment on fait du jeu vidéo, donc Claire, encore une fois, tu es responsable pédagogique de la licence pro, tu t'occupes aussi pas mal du master de Paul Valéry. Il y a une place pour ces questions-là qui est assez prédominante dans la formation. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, dans un premier temps, un petit peu de la place de la recherche dans ces 2 formations et aussi de la réception de cette approche par les étudiants et étudiantes? Oui, effectivement, du coup, la recherche, elle nourrit tous nos cours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension théorique qui est une des spécificités à l'université.
mais elle nourrit les cours d'une manière pratique. En licence professionnelle, on est dans de la pédagogie active, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir une théorie ou un outil, on va tout de suite l'appliquer, on va tout de suite le mettre en place. Et l'idée, c'est pas simplement d'avoir un bon apprentissage en fait de cet outil, c'est un peu d'en mesurer les limites dans l'utilisation, d'être plutôt sur l'adaptation et voir que un petit peu à chaque projet de jeu, il y a besoin aussi de réinventer certaines méthodes qui vont être spécifiques à ce projet-là. Donc en licence professionnelle, il y a plutôt un bon accueil, mais c'est parce qu'on est dans une pédagogie active et qu'il y a cette logique de faire des prototypes, de faire des projets de manière très concrète et très rapide. Là où en master, il peut y avoir parfois un peu plus de difficultés parce que on va demander aux étudiants d'avoir une pratique de la recherche. Alors c'est de la recherche-création, c'est-à-dire qu'ils ont pour vocation à créer un prototype de jeu qui soit support et nourri par leur recherche à la fin des 2 ans de master, mais du coup, ça demande quand même de se mettre dans la peau d'un chercheur. Et du coup, ça c'est parfois difficile puisque, on va dire, c'est le conflit, mais c'est un éternel conflit entre eux. On a envie d'être opérant et rapidement, on va dire, opérationnel pour l'insertion professionnelle, éventuellement dans l'industrie, etc. Et du coup, parfois, on a un peu de friction et de difficulté à comprendre ce temps de réflexion qui va être demandé. Nous, on est persuadés que tout ce qui est de l'ordre de, en fait, la documentation, la réflexion, la problématisation, la conceptualisation, c'est des choses qui ont un apport très fort en game design. Alors, ne serait-ce que par les thématiques, les représentations qui peuvent intervenir dans les jeux, mais également sur vraiment cette partie outils et process qu'on va pouvoir mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la manière dont la recherche est abordée dans nos formations, en tout cas côté Paul Valéry en jeux vidéo, il y a un lien très fort en fait avec les compétences métiers et on est dans ce qu'on appelle de la réflexivité. Donc en fait, on essaie d'extraire de la théorie, d'extraire des compétences à partir des compétences métiers, à partir des métiers, et donc de théoriser d'une certaine manière ces métiers-là. Donc voilà, donc parfois des fois ça nourrit très bien. Il y a des personnes qui viennent pour faire de la recherche, création et c'est super. Et parfois il y a un peu on va dire ce mur qui arrive de waouh, on me demande de me poser beaucoup de questions alors que je veux juste faire un jeu. Et en fait, nous notre enjeu c'est quand même d'amener les étudiants à réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du jeu, qu'est-ce qu'ils vont représenter, qu'est-ce qu'ils vont raconter à travers leur pratique du médium. Et ça, pour nous, c'est essentiel puisque tout ce qui est dans le domaine du divertissement a quand même un poids sur les imaginaires que l'on va construire et on va dire tout ce qu'on va pouvoir véhiculer socialement, en fait, dans les représentations qui sont mises en jeu. Merci beaucoup. J'avais une question, du coup, tu mentionnais la difficulté d'être publié en France. Et du coup, je réfléchissais aux revues spécialisées qui existaient aujourd'hui en France. Donc, il y a Sciences du jeu qui publiait depuis 2013 par le labo de Paris 13, d'ailleurs, je crois. Il y a aussi de plus en plus de dossiers spécialisés dans le jeu vidéo dans certaines revues plus traditionnelles, comme la revue Réseau. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait de nouveau des revues plus spécialisées ou même des dossiers plus spécialisés, ça sert quand même à rendre plus facile la publication pour les chercheurs et chercheuses françaises ? J'aurais pas beaucoup d'élaboration, j'aurais tendance à dire oui. Je pense qu'il faut un maximum de diffusion en fait et de visibilité là-dessus. Après, c'est toujours la même question. On parlait des disciplines. Il y a aussi ces enjeux-là en fait par rapport à ces différentes revues, et c'est pas toujours évident. Enfin moi, vraiment de mon point de vue, de mon expérience en art, c'est pas toujours évident dans les approches. On comprend pas toujours en fait quel va être l'intérêt d'avoir un point de vue esthétique sur l'analyse d'une œuvre d'art. Donc œuvre d'art en tant que jeu vidéo, puisque voilà, c'est mon objet ici. Et du coup, de même, avoir un questionnement qui est critique, puisqu'on recontextualise les œuvres. Donc déjà, dans le paysage ludique, qu'est-ce que ça apporte de nouveau du point de vue du contexte de création, dans quel contexte a été créé ce jeu, qu'est-ce que l'auteur essayait de raconter, et puis même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a cet enjeu d'aller voir ce que, en fait, l'œuvre, le jeu raconte en lui-même, peut-être indépendant
de manière indépendante de ce que voulait dire son concepteur aussi, donc la manière dont la société, la culture peut nous traverser, nous influencer, etc. etc. Et ça n'a pas toujours un très bon accueil parce que en fait, ça incite à avoir un discours critique sur le jeu vidéo. Ça ne veut pas dire qu'on délégitime cet objet, qu'on n'apprécie pas cet objet. Au contraire, on est plutôt animé par une passion autour de cet objet ludique. Mais par contre, des fois, c'est pas toujours très bien reçu. Et il peut y avoir un peu, on va dire, une espèce de décalage ou de confrontation entre ce qui serait des études plutôt quantitatives, là où nous, on essaie de développer plutôt tous une approche esthétique, en fait, autour de l'analyse critique de jeu. Et si c'est OK que je rebondisse là-dessus, vraiment pour te suivre. Et puis, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce qui se fait de nouveau, qu'est-ce qui est porteur dans le jeu vidéo. C'est pas nouveau, mais il y a une insistance depuis quelques années pour essayer de faire justement dialoguer les méthodes, les disciplines, les ancrages. Et c'est extrêmement difficile. Parce que quand on a passé entre 8 et 10 ans dans une discipline à apprendre à voir le monde avec cette discipline-là, ça demande parfois un gros effort de réussir à voir ce qu'il y a dans, par exemple, une étude qualitative sur un échantillon de 10 joueurs et joueuses. Moi, je dis ça. Alors, je profite un peu du fait que ces vidéos ne seront pas sur YouTube et donc que potentiellement mes collègues ne les verront pas. Donc, moi, je suis en sociologie de base et les sociologues sont connus pour être en France un petit peu impérialistes, c'est-à-dire ils ont un petit peu tendance, nous avons un petit peu tendance à nous considérer comme la discipline reine dont les fonctionnements et les méthodes devraient être la référence absolue. Et en particulier, on casse les pieds des gens en leur disant faites du terrain, il faut parler aux gens. Bon, je suis d'accord avec le principe, mais c'est un gros obstacle quand on essaye de faire des dossiers interdisciplinaires et que les gens parce que vous connaissez le principe de la double relecture à l'aveugle, donc quand on propose quelque chose, c'est relu par d'autres personnes qui sont supposées avoir un lien avec votre méthode ou votre sujet. Et ces personnes peuvent dire non, ça ne va pas, ou oui, mais il faut beaucoup réécrire. Et quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en esthétique qui est relu par des sociologues, il y a un clash des cultures énorme, ça prend du temps, on essaie de se comprendre, le dossier finit par sortir au bout de 3 ans, à un moment où on est un peu loin de la recherche qu'on a faite, donc c'est compliqué. Et donc il y a cette envie, que moi je trouve très louable, de vouloir faire de l'interdisciplinaire et de vouloir dialoguer, tout en étant parfois confronté au fait que c'est pas simple, c'est pas facile. De réussir à se parler entre nous. Alors, en plus, on n'est pas si loin les uns des autres, mais si même nous, entre nous, on a du mal à parler, vous imaginez quand on essaie de venir choper des gens en informatique. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là de je suis d'accord, ce serait très chouette d'avoir plus de revues, à la fois pour faciliter des espaces interdisciplinaires, on se met d'accord sur les règles, et aussi pour qu'on n'ait pas à chaque fois à batailler, à défendre chaque mini-point de méthodologie pour avoir le droit de publier quelque chose, quoi. Si je peux rebondir sur un dernier élément, il y a aussi cette difficulté de quand on veut publier dans des dossiers spécifiques et en fait c'est on va dire une des frontières que le disciplinaire peut apporter, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois il faut réexpliquer les mêmes choses. Et en fait il y a ce côté extrêmement fastidieux de ok, donc on est peut-être en train de publier dans une revue de sociologie ou d'informatique, mais on va quand même réexpliquer chacune des étapes, chacun de nos concepts, et en fait du coup ça freine énormément, on va dire, la communication ou la recherche qu'on pourrait faire sur des points spécifiques. Moi, il y a énormément de colloques dans lesquels j'ai pu participer ou sur des outils de game design. Enfin, j'aurais aimé pouvoir rentrer dans le détail précis d'une analyse d'une œuvre. Et en fait, non, je reprends à chaque fois, depuis le début, qu'est-ce que le gameplay. Enfin, voilà, il y a une volonté en fait, de communication, de vulgarisation dans la discipline qui est aussi un frein au développement, je trouve, de la recherche quand on a vraiment le nez dans le game design constamment, quoi. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à notre prochain point. Quand on pense recherche, on pense plutôt universitaire. Mais on sent qu'il y a aussi des liens de plus en plus forts peut-être entre l'industrie vidéoludique et la recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces liens, de l'impact que l'industrie peut avoir sur les créations et sur les sujets qui sont étudiés, et aussi le mouvement inverse, comment la recherche peut venir influencer les décisions qui sont prises par l'industrie? Alors moi, je vais parler prudemment parce que d'un point de vue très spécifique, qui est de celui de quelqu'un qui continue à travailler dans l'université, mais de manière un peu périphérique, tout en ayant un poste dans un studio de jeux vidéo. Et je pense que ce n'est pas la même perspective que quand on travaille avec des étudiants et étudiantes qui sont destinés à rentrer dans l'industrie.
Donc ce que je dis, c'est vraiment d'une perspective particulière. Par ailleurs, j'espère que vous me pardonnerez, mais je vais avoir tendance à rentrer un petit peu dans comment ça fonctionne la recherche et comment on a un poste en recherche, parce que je me dis que c'est aussi peut-être pour ça que certaines d'entre vous êtes là. La version courte, ça, c'est pas simple d'avoir un poste en recherche. Tu faisais allusion tout à l'heure à la question des postes, c'est vraiment compliqué. L'idée, c'est que vous devez avoir une thèse et que pendant la thèse, vous devez faire un certain nombre de travaux du type assister à des conférences, organiser des conférences, publier des articles, enseigner beaucoup, si possible, participer à des projets de recherche. Après tout ça, vous tentez d'obtenir avec un gros dossier ce qu'on appelle des qualifications dans certaines disciplines. On retrouve la passion française pour la division disciplinaire, dans laquelle on vous dit parfois « Oh ben non, vous avez trop publié en ceci et pas assez en cela, donc non, vous ne rentrez pas ». Et après ça, on s'engage dans une série de campagnes, il y en a une fois par an, on essaye d'avoir des postes, et pareil, gros dossier. Et pendant tout le temps, on attend peut-être qu'on aura un poste. Il faut continuer à enseigner, publier, faire de la recherche. Donc en fait, même les gens qui sont dans l'industrie, mais qui ont des liens avec l'université, en général, ont bien un pied dans l'université, mais dans une situation un peu périphérique, on ne sait pas complètement ce qui se passe, on se raccroche au wagon, on fait des vacations par-ci, par-là. Donc, il y a des marginaux séquents, c'est un joli terme de sociaux, ça veut juste dire que vous êtes entre deux réseaux et donc que vous êtes un point de passage d'information. Mais vous êtes périphérique dans les deux. Et souvent, ça je pense que ça ne surprend pas, mais dans l'industrie du jeu vidéo, quand vous vous présentez comme chercheur ou chercheuse, même si vous l'habillez en disant UX Research, les gens disent « Ok, mais toi tu fais pas le jeu. En fait, à un moment, tu le fabriques pas. Enfin, c'est sympa d'avoir des infos sur les joueurs et les joueuses, c'est sympa d'avoir une idée de la littérature, de la veille, machin, mais t'es pas central dans le processus. » Et je suis pas en désaccord avec cette position. Mais du coup, il y a des liens, vu de l'industrie, il y a des liens avec la recherche, mais on nous donne une place vraiment périphérique dans l'industrie, et on a une place en recherche, mais vraiment périphérique elle aussi. Après, on peut être très à l'aise avec cette position. Moi, j'aime beaucoup, parce que du coup, je peux venir faire le guignol devant vous, ça pose pas de problème, ça remet pas en cause mes compétences aux yeux de mes collègues académiques. Enfin, j'espère que non. Mes patrons me laissent un peu dire ce que je veux, parce que de toute façon, je ne suis pas trop concernée par les finesses de la production, les innovations les plus récentes. Il y a une liberté sympathique qui vient avec. Par ailleurs, plus ça va, et plus on se dit, recherche, on le voit de manière très académique, mais ce que ça veut dire fondamentalement, c'est on collecte des données. Et tout de suite, si vous reformulez sociologue en data analyst sur les pratiques des utilisateurs et utilisatrices, ça fait très shiny, mais il y a une raison, on fait les mêmes choses. On a sans doute des exigences en termes de rigueur de collecte et de traitement des données un peu différentes. Je ne dis pas qu'elles sont plus élevées, je dis qu'elles sont différentes. Mais le boulot que moi je fais en tant que chercheuse, en obéissant à tous les codes de, par exemple, la sociologie, quand on voit ce que je fais au jour le jour, c'est vraiment pas intimidant. La recherche, c'est cool, venez. Et c'est vraiment une question de langage. Je vais faire la même chose dans mon studio et quand je suis dans des projets de recherche à la fac, mais je ne vais pas du tout mettre les mêmes mots dessus. Par contre, ça va prendre la même durée, je vais utiliser les mêmes outils, je vais me référer à la même littérature et je vais mobiliser les mêmes concepts. Tout ça est un petit peu un jeu de miroir. En tout cas, du point de vue de l'industrie, je pense que c'est assez différent. Sur cette question-là, moi j'aurais un peu deux éléments de réponse en fait. Bon, il faut savoir qu'il y a, je pense particulièrement à Ubisoft, une volonté quand même de développer la recherche. On a toute l'équipe Humanities qui va être uniquement une équipe de chercheurs qui vont être recrutés justement pour produire de la documentation. On va dire qu'ils vont être support et soutien aux équipes de production, notamment aux game designers sur des thématiques. Si vous représentez certaines cultures, certains pays, etc. Il y a aussi le Strategic Innovation Lab qui va être plutôt sur des questions d'innovation. Donc là, un peu périphérique en fait à tout ce qui va concerner directement le jeu vidéo, mais c'est comment, en faisant de la recherche sur de la technologie, potentiellement, on va trouver quelque chose qui pourrait servir le jeu vidéo. Bon, alors, en sachant que sur le Strategic Innovation Lab, ils sont assez secrets. Il y a quand même assez peu de choses, on va dire, visibles. Là où l'équipe Humanities va beaucoup plus parler en fait des expérimentations, notamment sur le dernier Assassin's Creed. Voilà, vous avez Thierry Noël qui était référent, qui va faire pas mal de conférences. Ils vont quand même montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a de la recherche qui est intégrée au studio. Donc là, on est vraiment sur trouver les moyens d'intégrer de la recherche dans des équipes de production.
Après, sur la dimension, on va dire, la communication entre vraiment la recherche qu'on peut faire académique, universitaire et l'industrie du jeu vidéo, moi, du point de vue, on va dire, de l'analyse que je peux faire autour de l'art game, autour de la contre-culture qui fait partie, en fait, du programme de recherche dans lequel je suis, on peut voir qu'il y a quand même cette idée de vraiment de circulation entre ce qui peut être créé de manière expérimentale dans la scène indépendante vers le jeu vidéo. Et là, je pense à des choses, alors, je suis désolée, je spoil un peu sur un tout petit exemple que j'avais prévu de dire demain sur la conférence, mais qui est, là je mène une analyse sur tout ce qui concerne les conditions de victoire. En fait, cette notion des conditions de victoire, quand on va la retrouver dans l'histoire du jeu, c'est vraiment cette idée d'avoir un vainqueur, d'avoir un gagnant. Et en fait, dans le domaine de l'art game, très tôt, il y a cette idée de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cette norme-là? En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas parler simplement de conditions de fin? Ça remet en question en fait un ensemble de normes dans le game design, et c'est assez intéressant de voir que ça a été théorisé. On appelle ça la rhétorique de l'échec. Et en fait, c'est plutôt prendre le contre-pied. Alors à mon avis, on va dire dans un spectre, on pourrait avoir des justes milieux autour de cette finalité du jeu. Mais la rhétorique de l'échec, c'est venir mettre les joueurs face à une situation où ils ne pourront jamais gagner. Et l'intérêt vient de cette rhétorique-là. Et en fait, ça, c'est intéressant parce qu'on le trouve vraiment théorisé de manière confidentielle dans l'art game. On a plein de petits jeux, plein de petites expérimentations qui mettent ce procédé-là en place. Et très récemment, alors on n'est pas dans la grande industrie, mais sur Darkest Dungeon 2, vous avez dans les scénettes narratives, donc sur la furie, une rhétorique de l'échec qui va être mise en place pour explorer son histoire, pour la mettre face au fait que tout son clan a échoué, etc. Et du coup, il y a une image mais qui est fantastique, et j'ai mis dans le support de demain, mais qui est « Victory, she had failed ». Et en fait, il y a ce côté hyper contradictoire entre, justement, c'est la victoire, on garde quand même le victory, c'est en mode, on n'est pas déstabilisé, on a notre condition de victoire qui est affichée pour le joueur, mais le texte dit autre chose, et ce qu'on vient d'expérimenter en tant que joueur dit autre chose. Et du coup, c'est intéressant de voir ce caractère vraiment de circulation entre l'expérimental et comment ça va être repris dans l'indépendant, puis petit à petit dans l'industrie. Là-dessus, je pourrais avoir d'autres exemples sur tout ce qui concerne le gameplay élégant, le design élégant ou le messy design. En fait, on va avoir des tendances dans le game design qui sont d'abord dans l'expérimental et qui petit à petit vont se retrouver dans l'industrie. Donc c'est souvent, comme je disais au démarrage, c'est dans des laboratoires de recherche où on a ces expérimentations en recherche-création. Donc on essaie des choses, on théorise des choses, on remet en question les standards qui sont habituellement connus comme étant constitutifs d'un jeu vidéo. Et c'est des choses qui petit à petit peuvent percer et se retrouver à plus grande échelle dans l'industrie. Donc il y a un lien qui se construit aussi un petit peu comme ça. Oui, et j'y pense parce que tu parles du Strategic Innovation Lab. En fait, ce qui est aussi assez drôle, c'est que ces circulations sont tellement importante pour ce que sont les jeux aujourd'hui que c'est devenu un objet de recherche. Donc on a de la recherche sur la circulation des concepts entre la recherche et l'industrie. Et industrie compris au sens hyper large de tous les espaces où on fabrique des jeux, y compris des jeux homebrew ou des choses comme ça. Et je pense, il y a le bouquin de Brian Keogh auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est vraiment chouette à lire si vous voulez démystifier cette idée de l'industrie du jeu vidéo. Il s'appelle « L'industrie du jeu vidéo n'existe pas ». Et puis, je pense aussi à une thèse qui a été soutenue très récemment par Esteban Giner, ou Esteban Green, parce qu'il est youtubeur aussi, sur la circulation des discours autour des Undertale, sur la manière dont des éléments et des concepts vont circuler de manière assez fluide, en fait, entre les espaces de fans, les espaces des joueurs et des joueuses, du côté de la production, du côté de la recherche, pour souligner ce côté extrêmement riche et circulaire, et à chaque fois que quelqu'un s'empare du concept, il bouge un petit peu, et donc ça fait encore émerger autre chose. C'est, je crois, des circulations des concepts, des discours vidéoludiques, excusez-moi. Voilà, je ne pouvais pas résister à l'envie, parce que je suis complètement d'accord. Je voudrais revenir sur un point que vous mentionniez, parce que du coup, en tant qu'étudiante en ergonomie, donc en recherche utilisateur, j'avais entendu des échos de la difficulté qui pouvait apparaître quand on venait du milieu de la recherche pour entrer dans le milieu professionnel après, notamment sur des questions de temporalité, dans le sens où quand dans le privé, il y a un besoin d'avoir des résultats de façon plus rapide que dans une recherche dans le public. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu également, ou vous avez expérimenté, par exemple, peut-être toi, Gabriel, dans ton studio ?
Alors, bon, dans mon studio, pas trop, parce que je travaille avec des gens hyper acculturés à la recherche. Mais il y a une chose à laquelle je pense, c'est que, ça m'est arrivé lundi d'ailleurs, il y a un commanditaire qui nous a enguirlandé parce qu'on ne faisait pas assez vite notre enquête à son goût, et notamment, lui, il voulait diffuser un questionnaire de 3 questions sur LinkedIn pour avoir les résultats la semaine prochaine, pour pouvoir publier dans 2 semaines. Donc il y a effectivement, et il nous a expliqué, mais vous avez aucune idée de la temporalité de l'entreprise. Ce qui est assez drôle parce que ma collègue et moi travaillons dans un studio de jeux vidéo, ce qui, à ce que je sache, n'est pas un call-cause, c'est une entreprise. Mais pour dépasser cette idée-là, effectivement, c'est une idée hyper fréquente qu'on a des temporalités incompatibles. Aujourd'hui, la recherche fonctionne énormément par projet. On a des calendriers serrés. Quand des projets de recherche durent des années, souvent c'est soit parce que c'est une thèse, soit parce que c'est des projets que les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses mènent sur leur temps libre, à côté d'une énorme charge de travail. Donc forcément, ça prend plus longtemps. Mais en fait, notre recherche, qu'on soit dans l'université ou dans l'industrie, on se presse. Nous courons. Et je pense aussi qu'il y a cette... je ne sais pas si c'est rassurant, hein, c'est même plutôt angoissant, je soupçonne comme conclusion. Mais il y a aussi ce côté-là qui est, si vous avez fait de la recherche à l'université, vous êtes équipé pour le faire en industrie. Parce qu'en vrai, vos mémoires, vous devez faire chop-chop. Vous vous retrouvez en mars, vous n'avez pas fait vos entretiens, vous devez rendre en juin, je vous assure que vous allez faire votre terrain très vite. Donc, il ne faut pas que ça nous effraie. Il faut surtout se dire que l'université et le monde de la recherche nous forment hyper bien à la recherche en entreprise. Ça, c'est un secret bien gardé. Mais en gros, c'est peut-être un petit peu, je déforme ma chapelle, mais si vous savez faire de la recherche à l'université, alors il n'y aura pas de problème en entreprise. Globalement, vous serez face à des gens qui seront moins exigeants sur des questions de méthode ou des enjeux de rigueur. Si vous pouvez faire le plus, vous pouvez faire le moins. Ceci étant dit, il y a un aspect spécifique à la recherche en entreprise qui est que vous avez des chefs. Et du coup, vous devez justifier beaucoup, défendre vos choix, accepter de lâcher sur certaines choses pour pouvoir en préserver d'autres. Par exemple, accepter de faire une enquête par questionnaire pour obtenir qu'elle ne soit pas sur LinkedIn, au hasard. Il y a d'ailleurs, c'est complètement annexe, mais il y a tout un domaine qui est la sociologie des publics de la culture. Musée, cinéma, théâtre. Et ils ont une très longue expérience de travailler avec des commanditaires pour faire des enquêtes. Parce qu'en gros, pour des raisons que je ne vais pas développer, même si j'en ai très envie, depuis les années 50, en France, on a une passion de l'enquête sur les publics. On adore ça. Et il y a des articles très drôles de sociologues qui expliquent comment ils ont réussi à faire leurs enquêtes malgré des deadlines intenables, des exigences méthodologiques absurdes, des problématiques qui n'avaient aucun sens, des gens qui essayaient de trafiquer les résultats en envoyant les visiteurs dans certaines directions pour être sûr qu'ils soient interrogés et qu'ils soient surreprésentés dans les résultats. Donc, on a une certaine expérience de gérer des contextes de recherche pas faciles. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est que dans l'industrie du jeu vidéo, les gens ont vraiment envie de savoir. Et ça, c'est un plaisir de pouvoir parler à des gens qui bossent sur le même objet que vous et qui sont vraiment curieux de savoir ce que les Game Studies ont à dire, qui sont hyper contents quand on a un peu de temps pour parler de littérature scientifique. Donc ça change tout, je pense aussi. Peut-être juste en complément, je trouve ça extrêmement intéressant, mais je pense qu'effectivement il y a une appétence en fait pour la recherche dans les studios, mais peut-être qu'il faut qu'on ait plus de temps et de moyens pour aller les solliciter et leur proposer aussi en fait, on va dire des conférences, des formations, des modules. Souvent c'est ce genre d'événements ou des colloques en fait qui vont être plutôt dans le croisement en fait de problématiques de recherche et de problématiques plutôt métiers. Et du coup, voilà, il y aurait toute une démarche, je trouve, à mettre en place. Et je pense effectivement qu'il y aurait une bonne réception côté studio par rapport à ça. D'accord. Et là-dessus, justement, est-ce que vous remarquez une envie des studios de venir financer, notamment, et mettre des moyens un petit peu dans de la recherche pour développer un petit peu le champ ? Alors ça, je l'ai pas vu. Enfin, en tout cas, pour le moment, les studios ne viennent pas financer la recherche à l'université. Après, j'aurais tendance à dire que j'aurais peut-être une petite méfiance aussi par rapport à ça, puisqu'il y a quand même cet enjeu d'avoir une liberté et une autonomie dans les sujets qu'on va choisir d'aller questionner, étudier. Mais voilà, j'ai pas observé ça. Je pense que ça doit quand même exister. Je pense qu'il doit y avoir certains partenariats qu'on peut retrouver entre industrie et des départements ou des laboratoires de recherche universitaire. Mais j'aurais quand même cette vigilance de c'est bien qu'on garde quand même cette liberté sur les sujets et qu'on fasse pas que de la recherche appliquée. Je pense que nous, on a fini niveau questions. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder ou on peut passer aux questions du public ?
Que quelqu'un ou quelqu'une aurait une question à poser à nos deux intervenantes? Bonjour, merci pour cette discussion. On a brièvement évoqué vos établissements respectifs. Je voulais savoir si vous pouviez nous faire un petit panorama peut-être de ce qui se fait en France et peut-être éventuellement à l'étranger en matière de recherche-création, hard games, tout ça. Merci. Oui, alors je pense que j'ai pas du tout toute la connaissance sur ce qui peut se faire à l'étranger. En France, il y a pas mal de recherche-création. Sur le jeu vidéo, c'est encore, on va dire, un peu en émergence. Il y a le master qui est rattaché aussi à l'Université de Lorraine, où Sébastien Janvaux travaille sur la question des jeux expressifs, donc il recoupe un ensemble de questions qu'on peut étudier. Et après, sur tout ce qui peut se mettre en place, donc nous, on a un partenariat avec le NAD, qui est rattaché à l'UQAC à Montréal. Et donc, ils sont sur des questionnements assez similaires, même s'ils ont un peu du mal aussi à développer la recherche, puisque il y a une dimension très appliquée, en fait, dans ces formations-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert. Enfin, j'étais pas au courant, mais par exemple, il y a peu d'étudiants qui ont la volonté d'aller en master ou de faire des thèses. Souvent, il y a plutôt une insertion professionnelle rapide qui va se mettre en place. Du coup, voilà, j'ai le NAD en tête. Et puis après, peut-être tu pourras parler aussi autour de Concordia, etc., parce qu'il y a aussi des éléments qui apparaissent de ce côté-là. Le TAG, c'est un laboratoire également qui est extrêmement intéressant. Il y a un concepteur qui y travaille, qui est Pipin Bar, et que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le rencontrer. Aussi qui est là-bas. Tout à fait. Donc donc sur on va dire ce berceau de l'art game, on le retrouve quand même pas mal côté Amérique du Nord et en France. Et après, voilà, ce qui est intéressant, c'est aux États-Unis, il va y avoir aussi pas mal de développement. Enfin là, je pense à Paolo Pedercini, la Molle Industria, mais du coup, c'est un enseignant en université qui a une pratique à côté du jeu vidéo, mais du coup, voilà, qui fait pas particulièrement de la recherche. Il fait pas mal de conférences, mais on va pas avoir d'ouvrages, on va pas avoir d'articles, etc. Donc, il y a un côté très appliqué et qui correspond à des profils, en fait, d'enseignants qui sont plutôt des professionnels recrutés, etc., etc. Oui, je vais juste, du coup, répéter ce que tu dis, mais oui, le Québec, en recherche-création, création-recherche, ils sont bons. Donc il y a le TAG à Concordia, il y a le NAD et l'UQAC. Ils ont à l'UQAM un labo qui s'appelle Homoludens et qui est plutôt sur les pratiques, mais il y a des artistes et des créateurs et créatrices dedans. L'Université de Montréal aussi. Donc en fait, les 4 grandes facs de Montréal, les 3 des 4 grandes facs de Montréal ont ça comme un objet. Astuce, s'il y a un sujet qui vous intéresse et astuce. Attention. Life hack. S'il y a des sujets qui vous intéressent en recherche et que vous vous demandez où dans le monde les gens l'étudient, une manière de tuer un après-midi, c'est d'aller sur les programmes de quelque chose qui s'appelle les conférences de DIGRA, D-I-G-R-A, qui font tous les 2 ans, ou tous les ans, je ne sais plus, des conférences massives en Game Studies, et qui publient leur programme en ligne. Et leur logique est de mettre le plus de gens possible en 3 jours. Donc vous avez des centaines d'interventions. Et vous cherchez par mots-clés, ou juste vous scrollez, vous vous baladez. Vous trouverez les sujets les plus en pointe, les gens qui les font, et leur affiliation institutionnelle. Comme ça, si vous avez une passion de niche ou un truc plus général, et puis par ailleurs, c'est assez drôle de voir ce qui se fait. Ils ont par exemple un panel sur les jeux porno, qui est tous les ans absolument fascinant. Et c'est aussi une manière de dédramatiser la recherche tout en mesurant à quel point elle est en fait pas si loin des enjeux de la création et de l'industrie. Et c'est pas du tout un truc figé et vieillot, quoi. Et si je peux rajouter une référence pour ceux qui sont intéressés, allez regarder aussi du côté des éditions du MIT Press, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui vont traiter justement de questionnements sur tout ce qui va concerner la production de jeux vidéo, les outils en game design, etc. Et c'est assez précieux dans ce qu'on peut retrouver, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ?
Bonjour, merci pour la table ronde, c'était très intéressant. J'avais une question, alors si je dis pas de bêtises, peut-être j'ai une grosse bêtise, il me semble que Claire, vous faites aussi des jeux dans un collectif, ou pas, je sais pas. Et je voulais juste savoir si, ou de manière plus générale, en quoi ça consistait de faire des jeux en tant que... Parce que vous avez parlé de la recherche, enfin, faire de la recherche sur les jeux, mais qu'est-ce que ça fait de faire des jeux en tant que chercheur ou chercheuse? Est-ce qu'on produit à la fois un prototype ou un jeu et en même temps une réflexion derrière? Comment ça se... Alors, effectivement, j'ai fait partie d'un collectif qui était durant ma thèse. J'avais appelé ce collectif Antithèse. J'avais besoin d'un petit exutoire en dehors et qui renouait avec ce qui est dans ma recherche, qui est aussi sur la rhétorique, en fait, et la manière dont on va construire un discours, un raisonnement dans un jeu. En fait, ce qui est intéressant avec la recherche-création, on parle de recherche-création ou de création-recherche, c'est vraiment l'idée d'itérer entre j'ai peut-être un questionnement ou j'ai une pratique, et en fait, peu importe par quel prisme, par quel biais je vais rentrer, on pourrait parler de conception top-down ou bottom-up par exemple, je vais commencer à poser un questionnement, à théoriser, à problématiser ce que je veux mettre en scène. Dans le cadre de ma thèse, donc, j'ai effectivement produit un jeu qui s'appelait L'envers du décor et qui était sur une critique de la gamification. Donc j'ai vraiment travaillé sur ce domaine-là, on va dire comment tout un tas de domaines se mettaient à disséminer du ludique en fait, qui venait de mon expérience professionnelle qui était dans le serious game e-santé et où il n'y avait pas que des choses très très jolies qui se mettaient en place. Enfin, il y avait beaucoup, on va dire, une considération sur les joueurs, les utilisateurs, même dans le domaine de la santé, comme étant des personnes qui potentiellement pourraient payer et se retrouver, on va dire, comment on allait utiliser le jeu comme un habillage, une enveloppe pour faire des exercices thérapeutiques, mais aussi potentiellement en générer du profit. Donc voilà, donc j'ai fait toute une étude autour de ce domaine-là et sur la manière dont la gamification devenait dominante aujourd'hui et qu'est-ce que ça pouvait entraîner en fait comme conséquence de voir la vie en jeu. Donc des investissements sur des questions politiques, questions, on va dire, de biens communs, de vivre ensemble qui pouvaient être assez questionnants où finalement tout était généré, motivé par du jeu, etc., etc. Et avec toute une critique autour du game design sur la manière dont on pensait le game design comme étant un ensemble de recettes prêtes à appliquer sans se questionner, on va dire, sur la dimension vraiment artisanale de fabrication. Et du coup, j'ai mis longtemps parce que moi, j'avais vraiment le prisme je suis rentrée avec cette critique en fait de la gamification, je voulais mettre ça en scène et j'ai mis beaucoup de temps à me dire comment je vais le représenter. Et donc il y avait cet enjeu de proposer un prototype avec différents quartiers qui étaient à chaque fois un des prismes de ma critique et que j'ai mis en scène de cette manière-là, quoi. Et ça, en fait, cette dimension-là, elle est extrêmement intéressante. En master, tous nos étudiants vont avoir des questionnements de recherche et une pratique qui est associée. Pour donner peut-être quelques exemples qui illustrent, on a des questionnements qui peuvent porter un peu sur des tendances dominantes en jeu. Là, je pense notamment à un étudiant qui travaille sur tout ce qui est le combat design actuellement. Et en fait, son entrée, son prisme, ça va être de se dire, OK, le combat design, c'est extrêmement intéressant dans la manière dont ça va solliciter, on va dire, un ensemble d'inputs, d'associations, etc., dont ça va chorégraphier une espèce de gestuelle sur la manette et qui va s'interroger sur, en fait, toutes ces modalités d'action et de jeu qu'on peut mettre en scène et qui souvent témoignent d'un ensemble d'émotions qui sont quand même rattachées à de la performance et de la difficulté, etc. Donc pensez aux Souls-like, Elden Ring, etc. En fait, pourquoi est-ce que ça met en scène un ennemi ? Et du coup, il y a cette question de la figure de l'ennemi, sa représentation, qu'est-ce que ça veut dire, comment questionner, et du coup repenser, je pense à Simonet, qui sera content que je le cite, repenser presque un bestiaire autour de ça, et repenser la figure de l'ennemi. Donc là, il est en train d'essayer de recatégoriser ça sur un questionnement plutôt sur l'adversité, l'altérité, et en fait de cheminer à travers ces concepts pour comprendre ce qu'il a envie de mettre en représentation et de véhiculer dans son jeu. Mais on a tout un prisme de questionnement, des étudiants qui travaillent sur écologie et jeux vidéo et qui se questionnent sur trouver des modalités techniques, faire des moteurs de jeu qui soient les moins gourmands possibles, réhabiliter du matériel qui pourrait être obsolète, etc., etc. Donc c'est très vaste en fait. Il y a vraiment cette idée de ça va dépendre de l'envie des étudiants, des questionnements qu'ils ont, mais on est toujours dans cette pratique-là. C'est-à-dire que même si c'est une question de recherche au départ, elle va être illustrée, mise en application dans un prototype. En fait, il y a toujours ce côté, on va se confronter à l'expérimentation pour essayer d'illustrer ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut dire. D'autres questions ?
Déjà, merci pour cette table ronde. Certains élèves ici, dont je fais partie, ont fait un master spécialisé qui vont nous conduire du coup à réaliser une thèse professionnelle. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des bonnes recommandations, les pièges qu'on peut éviter, et surtout, je pense notamment au choix du sujet. Si du coup, s'il y a des petits thèmes à éviter ou des choses comme ça. Au choix du sujet de la thèse, du coup. Eh ben... Ouais, mais c'est une vraie bonne question. Vaste, mais... Et c'est pour ça que je pense qu'on hausse les sourcils. C'est la réponse diplomatique serait de vous dire on peut parler de tout, il n'y a pas de raison de se censurer. La réponse raisonnable est comme vous n'aurez pas de poste à l'université, il faut penser une thèse qui est bilingue et compréhensible qui vous tient tellement à cœur. Et c'est tellement un truc sur lequel vous avez envie de vous battre que c'est pas grave si vous perdez 5 ans de votre vie dessus. C'est raisonnable de le comparer à un mémoire ou c'est très différent? Un petit mémoire? Ok. Facile comme format. Est-ce que je peux te rendre le micro du coup? Oui. Du coup, je pense que j'imagine que c'est très appliqué, puisque du coup, il y a cet enjeu de dire thèse professionnelle. J'aurais tendance à dire d'essayer de trouver un angle de lecture ou d'entrée en fait sur le sujet qui n'est pas traité, qui a une certaine originalité, et surtout de rentrer un peu dans l'histoire ou l'historiographie autour de ce que vous allez venir questionner. Donc aller regarder vraiment s'il y a une histoire, s'il y a un ancrage, et de voir comment ça peut être traité de manière innovante à ce moment-là. Mais c'est intéressant sur les thèses professionnelles, ça me donne envie un peu de rebondir sur la manière dont des fois on essaie aussi de, rendre sexy la recherche, mais de stratégiser aussi un petit peu sur comment un sujet qui nous intéresse personnellement, on va essayer de lui donner la plus grande visibilité ou le plus grand intérêt, on va dire aussi à l'extérieur, quoi. Et voilà. Mais oui, l'histoire, ça je pense vraiment essayer de retracer une histoire, un ancrage, et après de vous dire est-ce que ce sujet a déjà été traité, comment il a été traité, est-ce que je peux l'approcher d'une manière avec un regard neuf en fait, par un nouvel angle, quoi. Mais du coup c'est très là, il faudrait qu'on discute plus en détail de votre sujet pour voir. On a d'autres questions peut-être? Je pense qu'on peut en prendre une dernière. Tout d'abord, merci pour votre table ronde. Souvent, on parle, comme a dit Margot, que c'est les ergots qui vont être plus rapprochés à la recherche. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types de métiers qui peuvent se rapprocher, par exemple les graphistes ou la gestion de projet, mais tout en faisant de la recherche, de pouvoir continuer d'être dans ce domaine-là en même temps en entreprise? Je vais répondre très rapidement parce que je pense que toi, tu vois passer beaucoup plus d'étudiants et d'étudiantes, donc avec des carrières, et donc tu sauras répondre de manière plus concrète. J'ai un exemple précis en tête, c'est ma collègue Hélène Cellier. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer 1 heure dans ma vie sans parler d'Hélène, c'est un accident, ça n'arrivera plus. Hélène Cellier, c'est ma collègue au studio, et elle, en fait, elle est à la fois chercheuse, elle fait de la recherche-création, et narrative designer. Et donc c'est dans ce domaine-là qu'elle mobilise ce dont on parlait, la circulation des concepts, les pratiques de poétique, de création. C'est dans le narrative design. Elle ne fait pas du tout de test utilisateur. Elle a assez peu d'entrée sur cette partie-là qui est plutôt mon boulot, mais pour le coup, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a moyen de mobiliser la recherche, de mobiliser à la fois ses méthodes et ses enseignements, sa littérature. Ça marche très très bien. Puis elle vient de littérature par ailleurs. Donc je repense à la question des thèses professionnelles, puisque du coup j'ai un peu mouliné. Je suis parfaitement d'accord, il faut historiciser et voir ce qui a été fait, y compris sur d'autres médias très très proches. C'est-à-dire que ça demande d'aller voir en études du cinéma, en études de la télé, en cultural studies et en littérature souvent. Voilà. J'aurais tendance à dire en fait, pour moi c'est essentiel en fait qu'il y ait de la recherche dans tous les domaines. Vraiment c'est la première réponse qui me viendrait. Je pense effectivement que ça peut se retrouver dans les métiers du graphisme. Là en plus avec les liens sur l'histoire de l'art, il y a quand même beaucoup de choses à venir construire en fait et consolider. Et même avec l'affiliation, comme tu pouvais le dire Gabriel, même avec le cinéma. C'est plus
point de vue game design, mais par exemple, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore toute une histoire des caméras dans le jeu vidéo qui fasse tout un ensemble de points avec les caméras dans le cinéma. Et il y aurait vraiment, à mon avis, des choses très fertiles en fait à aller expérimenter, à aller questionner. Donc je pense que tous les domaines, la recherche pourrait nourrir en fait tous les métiers. Après, c'est pas forcément ce qui va être attendu. Et effectivement, dans les métiers du graphisme qui étaient cités, c'est qu'on a souvent plutôt un côté assez opérationnel. On va attendre qu'il y ait tout un ensemble, quand même, une culture et des références visuelles qui soient assez poussées pour pouvoir s'adapter, proposer un ensemble de styles, etc. Mais du coup, on n'est pas sur un ensemble de questionnements de l'histoire de l'art éventuellement là-dessus. On va être plus opérant, on va dire, dans l'approche. Mais pour moi, ce serait essentiel que la recherche pourrait contribuer à l'ensemble des domaines et à l'ensemble des métiers. Merci beaucoup. Désolé à celles et ceux du fond, on va devoir laisser place à la conférence de Mathieu Blin sur les contraintes du jeu vidéo en réseau. Je vous invite, si vous avez encore des questions à venir, éventuellement discuter avec nos intervenantes. Merci beaucoup Gabrielle, merci beaucoup Claire. Vous avez été passionnante. Merci.